Et après, donc la même chose qu'avec le tai chi et le qigong, c'est essayer de trouver la posture la plus relâchée possible. Hein, de ne pas être tendu, mais de relâcher et d'être posé naturellement sur le sol. La manière dont on va pratiquer, donc on va faire la méditation de base. Donc c'est une des pratiques de base dans le bouddhisme tibétain, mais on le retrouve dans le zen, on le retrouve dans la tradition taoïste. C'est juste de mettre son attention sur la respiration. Donc on sent comment on inspire, comment on expire, et probablement à certains moments on ne sera pas là. On va être en train de penser à autre chose ou quoi que ce soit. Et à ce moment, juste on prend conscience. Et puis tout doucement, on va ramener son attention à la respiration. Et si jamais on repart après, à nouveau on repense à un souvenir ou à un projet ou quoi que ce soit, c'est au moment où on s'en rend compte que, ok, je constate, je suis en train de penser à autre chose. Tout doucement, je ramène mon attention à ma respiration. La pratique, elle est aussi simple que ça. Et petit à petit, ça va nous permettre en fait de nous poser. Et petit à petit, ça va nous aider à devenir un peu témoin de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a un espace qui va se créer petit à petit. C'est juste de se poser et on est attentif, c'est tout. Si vous pratiquez chez vous à la maison, on en reparlera un peu après. C'est bon de se mettre parfois un temps, vous mettez 5 minutes ou 10 minutes ou quelque chose comme ça, juste pour avoir ce cadre. Et si votre méditation est fabuleuse, vous sentez bien, oui, mais après 10 minutes on s'arrête. Comme ça vous attachez pas au côté, ah c'était tellement extraordinaire. Si par contre pendant 10 minutes vous faites chier, c'est emmerdant, voilà, vous n'êtes pas du tout dedans, vous restez quand même les 10 minutes. Donc quel que soit ce qui est en train de venir, on accepte. On est juste témoin de ce qui est en train de se passer. On est là. Et ce qui est là, c'est pas à vous de décider, vous laissez venir ce qui est là. Dans la manière dont on va pratiquer, donc je vais vous guider un peu. L'intention est importante. Donc au départ, prenez conscience de la chance qu'on a d'être ici. Et dans vos propres manières, dans vos propres mots, juste dites merci. Ça ne va pas de soi. Donc merci d'être là. Et après, le fait de travailler, si vous faites un peu plus connaissance avec vous-même, que vous harmonisez un peu, vous recentrez un peu, ce n'est pas uniquement pour vous. Vous êtes là grâce à tous les autres. Donc aussi, quand vous pratiquez, que ça serve aussi à tous les autres. Donc dédier aussi le travail que vous allez faire en fait au bonheur de tout le monde, à la paix de tout le monde. Et après, on va commencer à pratiquer. Et au départ, ça aide un peu. Donc c'est dans la tradition taoïste, il y a cette indication de dissoudre. Donc on va utiliser la respiration on va commencer en haut, puis peut-être on va descendre tout le corps. Et on va dissoudre les tensions qui peuvent être là. Donc si vous sentez qu'il y a une tension, je ne sais pas, dans le visage, dans les yeux sont comme ça. Donc quand j'inspire, je mets mon intention. Et quand j'expire, j'ouvre. Donc ça va nous permettre en fait de trouver un peu notre posture. Et une fois qu'on a fait ça, on met doucement notre attention sur la respiration et on observe juste la respiration. Et si pendant la pratique, on commence à sentir que à nouveau c'est en train de contracter quelque part, alors là on peut faire à nouveau une fois ou deux fois juste cette respiration pour dissoudre et pour ouvrir. Et après ça, on revient à l'observation de la respiration. Et une fois qu'on a terminé, la même chose, on dit merci. On se rend compte que c'est précieux de passer comme ça un moment avec soi-même. Et à nouveau dédié à ce que tout le monde soit en paix, que tout le monde soit heureux. Et avec vous, comme vous faites le yoga, on pourra faire le mantra. Tu pourrais l'apprendre aussi si tu veux. Loka Samasta, qui dit en fait en sanskrit que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit en paix.
D'accord. Allez, on s'installe. Je vais regarder juste, hop. Donc on va pas faire trop long. Chaque fois qu'on a l'occasion comme ça de pratiquer, il y a la pratique et puis il y a l'échange. Mais en même temps, l'échange sans la pratique, ça sert à rien non plus. Parce que là, on s'imagine des choses. Alors que s'il y a la pratique, on a expérimenté certaines choses. Et expérimentation signifie on ne juge pas. C'est pas, ah, aujourd'hui ma méditation, oh, elle était formidable, ah, aujourd'hui c'était de la merde. Non. Ce qui s'est passé, c'est passé. On ne porte pas de jugement là-dessus. Et après, on voit dans la discussion après, ah bah tiens, qu'est-ce que je peux en tirer ou pas. C'est pour ça que dans le bouddhisme tibétain, donc là j'ai passé un certain temps là dans la vallée du Spiti, là où c'est assez présent, donc dans les Himalayas au nord de l'Inde, bah, ils disent toujours il y a le côté théorie et pratique, c'est important. Donc ils font d'une part les pratiques de méditation, mais d'autre part ils étudient les textes, ils étudient les écritures, etc. Dans le yoga, c'est ce qu'on appelle svadhyaya, l'enquête de soi. Mais enquête de soi signifie toujours aussi étude des textes. Parce que si tu dis juste j'aime connaître, mais par rapport à quoi? C'est quoi tes référents? Donc on va aller voir des gens qui sont allés très loin. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à l'être humain? Donc on va étudier ça et puis en même temps on va le mettre en relation par rapport à soi-même, où on est. Donc l'enquête de soi-même, c'est pas uniquement le truc nombriliste, entre guillemets, de se dire ah bah moi, etc. C'est oui, on essaye de faire un travail d'introspection, mais en le mettant en relation avec des traditions parfois millénaires de gens qui ont fait cette introspection et qui ont compris certaines choses, et puis on essaye de faire le lien un peu entre ce qu'on est en train de vivre soi-même et puis ce que ces personnes-là en fait ont laissé comme expérience. Comme on dit tout à l'heure, dans tout domaine, on apprend quelque chose, on ne va pas réinventer la roue. Oui, pour nous, il faut qu'on la réinvente, parce qu'il faut qu'on trouve le truc, comment le faire. Mais on va quand même se baser sur toute l'expérience humaine qui a déjà été accumulée par rapport à ça. Donc voilà, comme ça, quelques idées, on va dire, pour le cadre de base. Vous avez des questions ou des... On pas les bien. Oui. Moi, je fais parfois, certains sont un peu curieux, je dis ok, venez une fois si ça vous intéresse. Mais de manière générale, je préfère que les gens fassent aussi un peu tai chi, qigong ou yoga. Pourquoi? Parce que si vous êtes en pleine dépression et que vous allez vous asseoir pour voir ce qui est là, vous allez vous suicider juste après. Hein. Donc il faut quand même créer une base saine. Donc le fait de pratiquer, déjà de mettre un peu à l'aise notre corps, de reprendre un peu l'énergie. Quand on est un peu dépressif ou quoi que ce soit, le fait de commencer à être un peu actif, hein, de refaire ce genre de choses, c'est extrêmement important par rapport au cadre que vous construisez, dans lequel va s'inscrire aussi la pratique de la méditation. Et donc c'est déjà le cadre de donc comment on se sent de manière générale, et puis après il y a le cadre par rapport pourquoi est-ce qu'on fait cette pratique. Hein, moi il y a beaucoup de personnes, quand j'étais aussi à l'université que je donnais les cours, parfois qui venaient me voir justement, qui faisaient des burn-out ou des stuff, que je devrais faire de la méditation. Ça signifie quoi pour vous faire de la méditation? Et là tu te rends compte qu'il y a tout un peu cette mode de penser, ah méditer je vais être zen. Je sais pas, je vais trouver la paix, je vais trouver peut-être, mais à la base c'est pas le but. Hein, si on est vraiment dans une recherche un peu de se connaître soi-même, on va se poser et va émerger ce qui va émerger. Et selon ce que vous traînez dans vos valises, entre guillemets votre corps, parfois c'est comme un frigo. Il y a des choses qui nous arrivent et c'est trop, on peut pas tout gérer. Donc parfois on dit bon je peux pas tout manger là, donc je mets dans le frigo et puis je vais, parfois parce que c'est bien ou parfois parce que c'est trop. Donc on dit je vais le faire plus tard. Sauf que parfois ce qui se passe c'est que certaines choses on les oublie au fond du frigo et puis on veut jamais trop les regarder. Puis ça commence à moisir, à s'incruster derrière, enfin quand c'est le congélateur. Et là après pour décongeler, pour nettoyer, parfois c'est pas très ragoûtant en fait comme processus. Et notre inconscient, on va dire, notre corps, c'est la même chose. On met plein de choses dedans.
Puis certaines choses, on les a oubliées depuis 10, 20, 30 ans, et puis on commence à faire toutes sortes de choses. Et là, quand vous commencez à regarder, c'est pas forcément facile. Donc c'est normal. Donc ils avaient fait justement, je crois que c'était des managers qui avaient repris certainement cette idée de méditer pour être plus performant au travail, justement parce que ça permettait d'avoir l'esprit plus clair, etc. Ils ont fait pendant un certain temps. Puis petit à petit, en fait, ils se rendaient compte que c'était pas bon parce que les gens commençaient à se poser des questions, qu'il y avait toutes sortes de choses qui remontaient, etc. Donc ils disaient, en fait, la méditation, ça marche pas. C'était sur LinkedIn que j'avais lu, en fait, un article là-dessus. Puis je dis, oui, parce que vous, votre idée, c'était que la méditation, ça va vous rendre zen, hyper performant, etc. Donc par rapport à ça, ça marche pas. Mais par rapport à ce que c'est supposé être, ça marche super bien. Vous commencez la pratique, vous commencez à voir les résultats, vous commencez à voir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc pour pouvoir pratiquer même à un niveau un peu superficiel, si vous menez une vie un peu n'importe comment, ça va être difficile d'aller plus profondément. Parce que vous allez être trop pris par rapport soit à vos projets, soit si vous avez fait des trucs louches, on a une conscience quand même, donc il y a des trucs, donc vous allez être occupé par ce genre de choses. Donc ils ne vont pas vous permettre en fait d'aller plus profondément, d'aller dans des couches un peu plus profondes. C'est pour ça que très souvent dans toutes les traditions, dès qu'on va commencer à faire un cheminement comme ça intérieur, pas uniquement qu'on va faire de la méditation, on va essayer de simplifier un peu sa vie. Plus vous avez de trucs qui vont dans tous les sens, etc., plus au moment où vous allez vous asseoir, vous êtes encore, il faut que je règle ceci, et puis j'ai pas pensé, j'ai cela à faire, et puis etc., etc. Si en plus vous avez tendance à être un peu comme ça, d'avoir raconté tel mensonge à un tel et tel à un autre, et puis après il faut que vous retrouviez dans vos mensonges, qu'est-ce que je dois dire à l'un, à l'autre, ça devient super compliqué. Par rapport à soi-même, on ne veut pas admettre parce qu'on a quand même, on aimerait être quelqu'un de bien, mais on fait des trucs qui sont pas, ça devient très compliqué. Et c'est pour ça qu'une manière en fait de simplifier, c'est juste de dire, vous trouvez dans les différentes traditions, allez, soyons honnêtes, ne volons pas. C'est vraiment les trucs de morale de base, mais qui ne sont pas tellement une morale pour vous imposer une morale dans le sens de, parce que ça servirait à la société. Oui, c'est bien aussi que pour la société on ne se fasse pas voler ces trucs. Mais c'est juste pour vous simplifier déjà votre soi-même pour que quand vous voulez aller plus loin, vous ne restez pas emprisonné à ces choses qui sont finalement assez superficielles. Mais tant que vous êtes que là-dedans, voilà. Mais après, vous vous rendez compte d'aller travailler, faut aller dormir à temps la veille. Parce que sinon, vous allez faire du sommeil assis. Ça ne sert à rien de somnoler en posture de méditation. Ça ne sert à rien. Donc c'est là que petit à petit vous vous rendez compte que donc la pratique, elle n'est pas juste une pratique comme ça qui est sans rapport avec le reste. Donc si on prend un certain moment, on essaye d'être attentif, mais pour être attentif, est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je ne me suis pas goinfré comme pas possible juste avant? Parce que là après je ne serai pas à l'aise parce que ça va digérer. Est-ce que par rapport à la manière dont je me suis nourri aussi, par rapport à mon esprit, par rapport à mes émotions, est-ce que je me suis nourri avec des choses qui me permettent de me poser? Ou est-ce que je me suis nourri avec des trucs tellement excitants, tellement machin, que j'ai beaucoup de mal en fait à me poser? Donc c'est pour ça que on fait de temps en temps là, un peu des cafés philo. Puis donc quand on fait la méditation, à chaque fois on pratique, mais à chaque fois on prend toujours le temps d'échanger. Donc parfois ça peut être directement sur la pratique, soit ce qui a pu se passer là, parfois de manière plus générale. Ah oui, mais à la maison quand je pratique il y a telle ou telle chose. Parfois carrément le cadre plus large. Ah mais il y a telle pratique dans telle tradition, comment est-ce que ça s'inscrit par rapport à telle ou telle chose. Mais c'est très important. Et en Inde on appelle ça satsanga. Sangha, c'est la communauté, c'est de se réunir, d'être avec les autres. Sat, c'est la vérité. Donc satsanga, en fait, c'est on se réunit, entre guillemets, pour partager autour de la vérité, dans le sens autour des choses qui sont un peu essentielles. Et ça aussi, c'est très important, parce que parfois, on n'a pas forcément des gens avec lesquels on peut partager sur ce genre de choses. Ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, et puis même, c'est certaines personnes qui sont intéressées, mais
il y a aussi un peu de savoir. Hein, donc si on est juste, bah, moi j'ai entendu, c'est intéressant, oui, mais est-ce qu'on a testé un peu? Est-ce qu'on a avancé un peu dans ce chemin? Est-ce qu'on connaît un peu les tenants et les aboutissants? Donc c'est là que c'est pratique d'avoir justement, quand on a entre guillemets une communauté, hein, il y a des gens qui viennent d'arriver, il y a que ceux qui sont un peu plus anciens et ceux qui sont encore plus anciens, et les échanges entre tous ces différents niveaux d'expérience et aussi les chemins de vie qui sont super différents. On a une famille, on n'a pas de famille, on a tel boulot, on a un autre boulot, on amène tous en fait une expérience de vie qui est différente et qui permet en fait de nous enrichir mutuellement et de nous soutenir mutuellement par rapport à la démarche. Et autant par rapport à ce qui est différent, hein, je veux dire, tiens, moi, que par rapport à cette expérience que finalement le cheminement il est très universel. Quand tu vis tout seul ton burn-out, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, parfois on se sent même, c'est moi qui suis une faillite, pourquoi les autres arrivent, c'est moi qui n'arrive pas, ou quelque chose comme ça. Petit à petit, quand tu commences à parler autour de toi, tu te rends compte que ce que tu es en train de vivre, tu as des millions et des millions d'autres êtres humains, ils ont vécu exactement la même chose, et qu'en partie, c'est pas toi, enfin, c'est juste qu'il y a des choses qui font, entre guillemets, la réaction saine d'un être humain sain, par rapport à ce genre de truc, c'est de s'effondrer, parce que c'est pas soutenable, c'est pas, donc on te dit stop, c'est pas bon. Donc parfois, rien que le fait d'entendre ça, d'avoir ces autres expériences, de se rendre compte, je sais pas, méditer, là, je sais pas, moi j'ai du mal, j'arrive pas, ah ok, c'est pas que moi. Donc c'est pas une excuse de se dire je fais rien, et de voir, c'est le cheminement qui est le cheminement humain. Voilà, c'est ça, être un être humain, puis on essaye, et puis on se casse la gueule, et puis on essaye, puis on trouve des petits trucs, et puis parfois on sait, mais pour les appliquer, c'est encore autre chose. Il y a la roue de la vie, hein, chez les bouddhistes. Vous avez l'enfer, les enfers, puis il y a le monde des esprits affamés, le monde des animaux, le monde des êtres humains, les dieux jaloux, et puis les dieux. Les dieux, c'est les paradis. Ah non, si vous faites plein de bonnes choses, plein de bons karmas, vous allez vous réincarner en fait comme un dieu. Sauf que quand vous êtes dans ces états de félicité comme les dieux, tu peux plus trop te faire du bon karma, parce que tu fais juste un truc, c'est cool. Et donc la légère souffrance qu'il y a, c'est que tu sais que ça va pas durer éternellement, parce qu'en fait tu es encore à l'intérieur du cycle de samsara. Donc en fait il y a cette légère souffrance, et effectivement à un certain moment, quand ton bon karma il est épuisé, peut-être à épuisé tes réserves, voilà, hop, tu vas redescendre dans les autres mondes. Et donc l'éveil, donc là je parle d'une perspective bouddhiste, c'est de sortir de tout ce jeu. Et pour sortir de tout ce jeu, il faut aller au-delà de mes préférences ou l'endroit sécurisé que je veux avoir. Et donc tant que l'idée de spiritualité, c'est de je veux être meilleur, plus fort, plus centré, plus machin, etc., il y a un maître bouddhiste tibétain qui a appelé ça c'est du matérialisme spirituel.